mesure où on sait très bien faire le diagnostic de ces lésions quand on a une capacité de pouvoir passer les sondes où il faut. Mais il arrive que le patient, pour une raison ou une autre, parce que déjà il y a un cathéter par exemple là et qu'on n'arrive pas à mettre la sonde parce qu'il a été mis et qu'on ne peut pas écraser la sonde, par exemple, on va avoir du mal à aller chercher les trous veineux centraux. Il y a des patients qui ont des coups vraiment très courts, on n'arrive pas à les explorer. En fait, ça représente 5% des gens. Ensuite, il y a le reproche qu'on peut faire, qui est un reproche justifié parce que sur le plan anatomique, on peut passer à côté d'occlusion cave supérieure, par exemple, avant la création de fistule. Après, on ne peut plus, parce que ça part en général. Mais avant, on peut passer à côté parce qu'il y a des collatéralités qui sont telles que les signes indirects n'existent pas ou sont quasi nuls. Mais inversement, on s'est aperçu que, en fait, le reproche qu'on faisait de passer à côté de lésions veineuses centrales qui, normalement, étaient contre-indiquées avant la création de fistules, ça, tout s'est tombé parce qu'on a fait énormément de fistules sur des occlusions centrales qui passent très bien. Et elles passent d'autant mieux qu'on s'est planté à l'écho-Doppler. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de diagnostic. Pourquoi? Parce que les flux étaient tellement bons, étaient revenus tellement physiologiques, qu'en fait la collatéralité azygose notamment, elle était parfaite. Et donc le patient, à condition de ne pas lui faire une fistule qui débite 2 litres, fistule dans normodébit, ça passe souvent très très bien. Et puis si elle part extraordinaire, ça passe mal, donc souvent les radiologues sont capables de régler le problème secondairement. Et ça représente maintenant un côté très, très peu important. À telle enseigne que j'ai même très souvent maintenant une certaine prévention à faire le diagnostic. Parce que je sais que malheureusement, quand on fait un diagnostic d'occlusion centrale ou de sténose centrale chez un asymptomatique, c'est pas possible d'empêcher un radiologue d'aller mettre un stent. C'est pas possible. Et c'est finalement pire pour le patient que si on n'avait rien dit. C'est pour ça qu'il faut bien confier à un chirurgien. Une autre question technique cette fois-ci, excusez-moi. On a vu de très belles images panoramiques. On a vu de très belles images panoramiques sur les veines en cartographie. Avec les correspondants, ça passe bien. Et sur le plan technique, quand on veut réaliser une panoramique, parce que la veine elle peut être sinueuse, on peut rater notre travelling. Est-ce que vous faites un marquage avant de faire votre travelling? Non, mais en fait, je montre ça simplement pour montrer qu'il n'y a pas de zones qui sont sur les membres en superficie. Il n'y a pas de zones qui sont sourdes où on ne passe pas. C'est simplement pour ça. Mais on le fait de façon anecdotique parce que ça n'a pas un intérêt diagnostique, si vous voulez. Simplement vous montrer que c'est faisable et qu'on a une globalité. C'est pour ça que je le montre. Parce que sans ça, on va pas passer. C'est long à faire un sisquette parce que il y a des contraintes techniques, si vous voulez. Jusqu'à présent, les logiciels. Il y a des logiciels qui peuvent le permettre, mais qui valent des fortunes, qui permettent de faire des reconstructions, en fait, simplement un balayage de coupe transversale morphoscanner. Mais pour le moment, c'est pas en routine sur les machines, et ça, à mon avis, ça ne va pas l'être encore longtemps. Non, c'est pas pour demain, parce que pour le moment, il n'y a pas une demande suffisante pour ça. Mais c'est tout. Je voulais juste rajouter une chose sur le mapping. En France, on réalise le mapping par le médecin qui va faire la conclusion, qui va rédiger le compte rendu. Ce qui n'est pas le cas du tout aux États-Unis. Et les critiques qui ont été faites, c'est que les chirurgiens qui font aussi de l'échographie faisaient mieux que les techniciens qui faisaient l'écho. C'est pas que les techniciens ne font pas bien l'écho. Vous l'avez vu au travers de ce que Gilbert a présenté, il y a une grosse partie de tests dynamiques à faire, notamment pour l'ischémie. On a des équivalents de tests d'haleine, on va regarder dans les artères interdigitales, regarder dans les artères pulmonaires, on va comprimer une artère radiale si on doit faire une fistule radiale chez quelqu'un qui a déjà des pressions qui sont à limite. On a de la dynamique. Il faudrait que celui qui fasse l'écho, parce que c'est un examen dynamique, fasse au compte rendu et donc connaisse bien et toute la réflexion de ce qu'il faut pour pouvoir s'orienter vers tel type d'abord vasculaire, parce qu'il faut le bon abord vasculaire, vous l'avez vu, pour le bon patient au bon moment de sa vie. Il n'y aura pas toujours les mêmes indications. Et celui qui fait ça doit pouvoir arriver à cette conclusion pour que le document soit réellement utile pour le chirurgien qui va le. Sinon, le chirurgien fasse lui-même son écho s'il y a un technicien qui fait l'écho et un autre qui va faire une compte
c'est pour ça que les Américains ont retiré leur mapping automatique avant chaque création et on l'a réservé à certaines catégories de patients qui sont quasiment tous nos classiques. Je voulais poser une question, mais je la poserai. J'ai une question pour les sténoses post-anastomotiques claviculaires, par exemple. Est-ce que les résultats d'une dilatation rétro, si dilatation rétro, bien sûr en fonction de la veine radiale en rétro, on essaie de cathétériser la chambre de chasse avec l'artère radiale haute. Est-ce que les résultats c'est pareil comme les résultats d'une double dilatation? Si on dilate l'artère d'une part et la veine d'une part, par des ballons artériels au niveau de l'artère, par un ballon veineux au niveau de la veine. Est-ce que les résultats sont pareils? Je permets de répondre parce qu'a priori les dilatations, j'en fais plus que mes confrères angiologues. En fait, quand c'est possible, il faut passer par la veine en rétro parce que c'est beaucoup plus simple. Simplement sur les retards de maturation, la veine elle est fragile, donc moi sur les retards de maturation, je passe pratiquement systématiquement par l'artère en l'abordant chirurgicalement pour la contrôler chirurgicalement. Voilà. D'accord, donc c'est un abord de l'artère chirurgicale, c'est pas une ponction étoguine. Oui, alors c'est pas consensuel comme attitude, mais moi je fais comme ça parce que je pense qu'il ne faut pas piquer dans une veine qui est fragile. Et les veines qui font 3-4 qui sont des retards de maturation, je pense qu'il ne faut pas les piquer. Ouais. Voilà. Oui, mais pour dilater le talon, je pense qu'il faut dilater d'un côté la veine et dilater d'un côté l'artère. Après, donc, quand la veine est mature, moi je fais tout en ponction veineuse rétrograde. Hein, et on arrive en général à cathériser l'artère en rétrograde, ça permet de dilater l'anastomose et l'artère sans problème. Et si vous n'arrivez pas à dilater, et si vous n'arrivez pas à faire passer le guide en rétro? À ce moment-là, on n'a pas le choix. C'est une ponction artérielle, enfin, ou un abord, une dilatation antérograde par l'artère. Quand on n'arrive pas à passer en rétro, on n'a pas le choix, il faut passer par l'artère. Hein, donc faire les deux. Il ne faut pas s'arrêter seulement. Et ben, quand il y a une vraie lésion artérielle, il ne faut pas la négliger, donc il faut la traiter. Si on n'arrive pas à passer en rétro, on passe en antérograde. Hein. Mais c'est rare qu'on n'arrive pas à passer en rétrograde transanastomotique. Hein. Parce que chez nous, souvent, le guide ne passe pas en rétro. Il passe au niveau de la périphérie. Donc est-ce qu'il faut s'arrêter? Non, quand il y a une lésion artérielle, il faut la traiter, quitte à faire une dilatation artérielle antérograde. Est-ce qu'on peut passer à une autre question? Je voulais juste savoir pour les retards de maturation, dans votre expérience à vous, quelles sont les causes les plus fréquentes que vous voyez, que vous observez pour les retards de maturation? Ce sont les sténoses du talon de l'anastomose, très serrées, ou des sténoses un peu moins fréquemment, des sténoses veineuses juste anastomotiques. Voilà. De rares cas d'hématome compressif, mais la plupart du temps, le chirurgien a hospitalisé le patient, l'a gardé la nuit, a mis des crènes Florence ou un redon, il nous prévient qu'il y a eu un hématome. Donc on attend que l'hématome soit un peu remanié et se résorbe avant d'intervenir, mais sinon ça sera très souvent une sténose serrée après remodelage de l'artère au niveau du talon d'anastomose, qui se traite très bien. Non, des sténoses qui n'existaient pas et qui interviennent parce que l'artère se remodèle après l'artériotomie et l'anastomose artério-veineuse. Avant même l'utilisation de Dès qu'on regarde toutes ces fistules radio-radiales, on a une sténose sur le talon d'anastomose. Mais parfois, l'hémodynamique fait que la fistule est fonctionnelle et va maturer, donc on n'intervient pas dessus. Mais parfois, elle est tellement serrée qu'elle génère un débit insuffisant pour pouvoir faire maturer la fistule. Et donc, on est obligé, après plusieurs mois, de demander au chirurgien d'intervenir. Et comme on est dans le cadre d'une fistule non mature, la veine reste fragile. Et là, ça sera une artériotomie chirurgicale et un passage par l'artère brachiale et on descend en antérograde et on fait une dilatation. Vous voulez intervenir par rapport à la question? Moi, j'avais deux questions. La première s'adresse au docteur Franco. Pour un chirurgien, à part la cartographie qui sera vraiment la base
la base pour le choix de la technique. Alors, quels sont les paramètres qui sont indispensables à avoir? Je parle de l'échographie. Vous faites l'exploration, si quelqu'un fait l'exploration, à part de faire la cartographie, quels sont les paramètres qui sont indispensables à évaluer? À part de l'échographie. Pour faire une bonne fistule, il faut qu'il y ait une artère et une veine de bonne qualité. Alors la question, c'est que plus on va dans le temps et plus on a des patients qui sont âgés, qui ont des comorbidités, et moins on a des fistules qu'on avait, il y a l'ischémie que j'ai eue à explorer secondairement, c'est parce qu'on n'avait pas respecté ce qu'on leur avait dit. S'ils ont voulu s'exciter, le patient il arrivait en fauteuil avec déjà une jambe en moins, il avait des artères à l'avant-bras pathologiques, on lui a fait une fistule, ça s'est décompensé. Voilà. Bon, donc ça, on peut l'écarter. Après, c'est le problème, c'est de la maturation. Jusqu'où on peut aller avec des artères? On peut aller très loin avec les artères. Pourquoi? Parce que la dilatation artérielle, ça marche très très bien. Et le taux de récidive, quand c'est bien fait, il est pas voisin de zéro, mais presque. Si vous voulez, ça suffit, même si le résultat anatomique d'une angioplastie d'un axe de l'avant-bras n'est pas un résultat anatomique parfait, ça suffit pour le résultat fonctionnel. Hein. Et c'est un peu comme dans les ostéosynthèses. Quelquefois, l'ostéosynthèse, la radio de contrôle, elle est épouvantable, et le patient, il cavale comme c'est pas possible. Donc, c'est le résultat fonctionnel qu'on cherche. Ensuite, ce qui est beaucoup plus difficile à faire, c'est d'éliminer les patients qui ont des lésions veineuses trop étendues. Parce que ces gens-là vont développer des sténoses itératives et à plusieurs niveaux. Et ceux-là, on les emmène dans des galères, parce que s'il faut dilater tous les 3 mois les patients, surtout à 80 ans, ils en ont marre, ça ne leur plaît pas. Donc il faut savoir éliminer un certain nombre de veines qui sont trop pathologiques. Ce qu'on peut faire à 30 ou 40 ans, parce que le patient il a encore beaucoup à vivre, tant pis, on lui fera des angioplasties itératives. Mais à 80 ans, c'est plus raisonnable. Donc il faut choisir la fistule qui marche chez ces gens-là et qui ne va pas aller tous les 6 mois ou tous les 3 mois chez le radiologue. Parce que sans ça, ils ne sont pas contents. Et puis c'est pas pertinent sur le plan de la santé, sur le plan du rapport bénéfice-risque et du coût, parce que ça devient rédhibitoire. Moi, je vois aussi des patients où on s'est acharné à vouloir, à 80 ans, leur faire des fistules distales, avec des veines qui sont de très mauvaise qualité, et ils se retrouvent avec 25 cm de stent entre le poignet et le coude. Donc, c'est pas raisonnable. Quand on a les radiologues sont contents, ils disent la fistule est perméable. Ouais, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette fistule? Donc, il faut savoir s'arrêter de temps en temps. Et donc, c'est ça qui est le plus difficile. Et les chirurgiens aussi, ils doivent reprendre le problème. Nous, on est là pour donner des éléments, mais après, les chirurgiens, c'est eux qui sont responsables de ce qu'ils font. Donc, il faut aussi qu'ils réexaminent les choses, qu'ils réévaluent et qu'ils voient qu'est-ce qui est pertinent. Et c'est pour ça qu'on dit l'approche multidisciplinaire, c'est indispensable. C'est vraiment indispensable. Malheureusement, c'est pas partout. Et moi, j'ai une réflexion à faire sur l'aspect chirurgical des choses, là dont tu parles, Gilbert. En fait, là, quand on écoute la réflexion des uns et des autres, on se dit, mais pourquoi c'est pas le chirurgien qui fait l'échodoppler, puisque l'angiologue, en fait, il va essayer de fournir les informations les plus pertinentes au chirurgien. Simplement, le chirurgien, il ne sait pas faire un examen aussi pertinent que le vôtre, angiologue qui est spécialisé là-dedans. Par contre, moi, entre un échodoppler fait par un radiologue qui ne connaît rien et mon échodoppler, moi, je préfère le mien. Là, on parle que d'échodoppler fait par des gens très compétents. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. C'est bon. Donc, vous avez une deuxième question, elle est transversale. Alors, si on est devant un retard de maturation sur une fistule faite avec l'artère radiopalmaire, qu'est-ce qu'il faudra faire? On se donne plus de temps? Ou bien on change l'anostomie, on fait une transposition? Alors, moi j'en ai pas mal de fistules qui ont été faites sur l'artère radiopalmaire. Ça donne un retard de maturation évident, mais avec le temps, sujet jeune, en général c'est les sujets jeunes parce que l'artère radiopalmaire chez les sujets de 80 ans n'est pas terrible. Mais c'est souvent une artère assez saine, mais qui est petite. Et donc, les chirurgiens qui utilisent le microscope, c'est toujours des chirurgiens qui utilisent le microscope qui se sont ramassés sur la radiopalmaire, parce qu'ils la voient tellement bien que gros, ils font l'anastomose dessus. Et puis, effectivement, elle se dilate beaucoup moins bien que l'artère radiale qui est en dessous. Et donc, très souvent, ça se dilate. S'ils ne font pas la sténose veineuse juxta-anastomotique, qui
qu'il faudra corriger. Très souvent, ça met 2-3 mois à se dilater et puis ça marche quand même. Et c'est des fistules qui ne sont jamais en hyperdébit, c'est déjà pas mal. Il y a un détail sur la fistule cubitale aussi, il faut savoir attendre, puisque c'est une fistule, la fistule ulno-basilique au poignet est une fistule qui met au moins 2 mois, voire 3 mois avant de se maturer. Question technique, s'il vous plaît. Vous avez parlé de la règle des 6, merci. La règle des 6 pour 600, etc. Il y a aussi la règle des 3 pour les sténoses, c'est-à-dire 3 mm de calibre résiduel et 300 cm par seconde en accélération de vitesse. La question, ça c'est pour les c'est quelque chose de consensuel, je suppose, mais pour l'artère, les sténoses du talon de l'artère, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites des ratios pour estimer la sténose, est-ce qu'elle est vraiment serrée ou pas? Parce qu'une zone où il y a beaucoup de turbulence naturelle de la part. Est-ce que vous avez cette difficulté? Non, il n'y a pas vraiment de difficulté technique pour pouvoir mesurer les flux, les accélérations. Au Doppler continu, ça peut très bien se faire lorsqu'on a de très fortes accélérations. On se servira des ratios, mais en fin de compte, ce qui va surtout faire qu'on va rentrer dans un arbre décisionnel d'intervention, c'est si on est en défaut ou de maturation, là c'est le cas du topo d'aujourd'hui, ou en baisse de débit. On a quelque chose qui se passe sur le plan dynamique, on a un débit qui baisse, on a une cause qui est retrouvée sur cette lésion artérielle qui la plupart du temps évolue très peu dans le temps. Donc, et comme c'est la seule lésion qu'on a retrouvée, on va intervenir dessus, uniquement parce que la fistule ne débite pas assez pour le fonctionnement. Parce que la plupart du temps, ces sténoses du talon d'anastomose, on les respecte parce que le débit est suffisant et qu'on a une fonctionnalité de la veine de drainage qui sert à la fistule qui nous suffit. C'est pour la causalité, pour faire la causalité entre le défaut de maturation et ces mauvaises sténoses. Mais parce que, hélas, si on a une sténose sur ce versant artériel, c'est elle qui va parler sur ce défaut de maturation. On va l'identifier, on va la sélectionner, elle va être éligible à une intervention, mais peut-être qu'après, une fois que le réseau veineux va être remis sous tension, une fois que le robinet va être ouvert, la correction de la sténose artérielle va peut-être mettre en évidence des sténoses veineuses serrées étagées qu'on n'avait pas vues, parce que l'hémodynamique ne suffisait pas pour les mettre en évidence, effectivement. Vous savez, dans ces sténoses de l'inflow, de l'artère radiale, même quand ces artères radiales sont très pathologiques, tout dépend de l'artère cubitale, de l'artère ulnaire. C'est exactement comme dans l'ischémie. C'est l'artère ulnaire qui est la clé du traitement et de l'évolution de l'ischémie induite. Si on a une artère ulnaire et des arcades palmaires qui marchent très bien, il y a beau y avoir une sténose du talon d'anastomose, il ne se passera rien sur le plan de la maturation, ce sera un peu plus lent, mais s'il n'y a pas de lésion de l'artère ulnaire et des arcades palmaires, on se retrouve dans le cas de figure de la ligature de l'artère radiale proximale pour réduction de débit. On aura simplement une fistule qui aura peut-être un stril très faible, il faut le savoir. C'est une fistule en général qui strille peu et ça peut se maturer et être fonctionnel. Mais la clé, c'est l'artère ulnaire. Hein, c'est le sujet de demain, ça, Gilbert. Comment ? C'est son sujet. Ah, c'est ton sujet, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On donne quand même la parole à M. Z. Sur un terrain un peu plus pratique, que pensez-vous de la pertinence ou non de l'utilisation dans un centre de dialyse par le néphrologue personnel de l'échographie ultraportable? La pertinence d'un écho portable dans un centre de dialyse. L'imagerie qui se déplace au lit du patient, c'est quelque chose de très développé en France maintenant. On en a parlé ce matin dans les ateliers infirmiers, puisque nous, sur les 23 unités de l'AID pour 1100 patients, on est à peu près à un peu plus de 55% d'infirmières qui sont formées à l'échographie pour l'écho-repérage et l'écho-guidage. Les néphrologues, moi personnellement, je suis pour les former à faire de l'échographie parce qu'à 7h du matin, on commence à fonctionner à 6h30. À 6h30, en France, il y a les anesthésistes, il y a les chirurgiens et il y a les néphrologues. Il n'y a personne d'autre pour faire d'échographie. Donc l'infirmière va utiliser l'écho, des fois mieux que le néphrologue, mais moi je pousse pour les former à ce qu'ils puissent au moins savoir se servir d'un outil
dont ils délèguent l'utilisation sur un décret qui est passé au journal officiel en France, aux infirmiers et infirmières, donc ça c'est une très bonne chose. Mais il faut qu'ils sachent s'en servir, il faut qu'ils sachent débrouiller la situation de manière à ce que le chirurgien il soit alerté pour de bonnes choses. C'est une très bonne chose d'avoir des échos, ça permet de comprendre des choses. Il faut aller plus loin, mais après il y a des limites, comme le dit toujours Julien Franco. Il ne faut pas croire qu'on peut tout faire parce qu'on vient d'apprendre à se servir d'un outil. Le meilleur outil dans la mort vasculaire, depuis des années avancées, dans ces confrontations pluridisciplinaires, c'est la réflexion, c'est le cerveau. Tous les outils qu'il y a, échographie, oligipation, et tout ce qui est embarqué sur les générateurs de dialyse et les outils externes qui vont donner le débit à la recirculation, il ne faut pas s'arrêter là. Les chiffres ne sont pas tous comparables, il faut savoir comment c'est fait, par qui, et des fois on ne peut pas les comparer, mais il faut toujours de la réflexion derrière. C'est ça qui est le plus dur à acquérir. L'écho, ça devient le prolongement d'examen clinique, sauf que c'est comme l'examen clinique, on ne soigne pas des images, on soigne des patients. Bien, c'est à vous la parole maintenant, c'est sûr, monsieur. Alors, ça va être beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus simple. C'est de la chirurgie, donc c'est facile, et ça va être rapide. Voilà, on a parlé de la règle des 6. La fistule, pour être utilisable, elle doit avoir 6 mètres de maturation, 600 litres de débit, et moins de 6 mm de profondeur d'épaisseur de tissu sous-cutané entre la peau et la veine. La profondeur de la veine, elle peut être liée à des situations anatomiques particulières. La basilique, elle est toujours profonde, donc il faut toujours la superficialiser. Et puis elle est surtout liée à l'obésité. L'obésité, vous savez que c'est un fléau, un peu partout, au Maroc comme en France, je pense. En France, en 2017, il y avait 25% des nouveaux dialysés qui avaient un IMC supérieur à 30. Et ça entraîne des veines profondes, ça entraîne des difficultés de ponction, ça entraîne des veines abîmées, donc il faut apprendre à superficialiser. Il y a plusieurs techniques pour superficialiser. Soit on peut faire une transposition, par exemple pour la veine basique. La veine basique, on la déconnecte de l'anastomose, on la tunnelise dans un trajet sous-cutané. On peut faire une surélévation, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire des points sous la veine pour l'élever. On peut faire une lipectomie, c'est la technique de Broquelot, où on enlève, on évite la partie graisseuse en avant de la veine, ce qui déprime le tissu cutané et rapproche la veine de la peau. Il y a des techniques de lipoaspiration et il y a des techniques mixtes où on fait à la fois une surélévation de la veine et une lipectomie. C'est ce que je fais et que je vais vous montrer. Voilà, ça permet de passer d'une veine profonde à une veine superficielle utilisable. Alors la première partie le premier temps opératoire, c'est de squelettiser la veine. Donc il faut faire le tour de la veine par des petites incisions transversales tout le long de la veine. Ça, c'est une fistule brachiocéphalique, donc c'est la face antérieure et antéro-externe du bras. Le pli du coude est là, l'épaule est là. On lie les collatérales et ça permet d'éviter complètement le tissu sous-cutané autour de la veine. On crée un tunnel en avant de la veine une fois qu'on l'a squelettisé, entre les petites incisions. Vous voyez à peu près ce qui se passe sous la peau et j'enlève tout le tissu graisseux qui est entre la veine et la peau, entre chaque petite incision transversale, ce qui permet d'avoir une veine qui est dans un espace libre, complètement évidée de sa périphérie graisseuse. Et ensuite, alors ça c'est un geste important, on va en fait faire un point sous la veine pour l'amener vers la peau et pour la suspendre vers la peau. Là, je ne sais pas si vous avez vu le geste, mais en fait la veine elle est complètement libre. Et là c'est mon aide opératoire, Nathalie, qui récline la veine pour que je puisse passer le point dessous et surélever la veine. Quand la veine a été suspendue, ça donne cette veine qui est sous la peau, dans le tunnel graisseux, qui est à la fois évidé et surélevé. On va voir un petit peu ce que ça donne en zoomant un petit peu. Voilà, là on a une veine qui est sous la peau, alors qu'à la base elle était quand même assez profonde, elle était inaccessible. Et ensuite on ferme sur un drain avec un surjet intradermique exclusif pour que la veine reste le plus proche possible de la peau. Donc ça permet de passer ça à ça, on est content. Un petit message à l'attention des néphrologues, chirurgicalement c'est assez facile quand la veine est vierge de ponction. Quand la veine a déjà été ponctionnée, c'est extrêmement difficile, on blesse la veine. Donc, s'il vous plaît, confiez-nous ces patients avant de les ponctionner. Je vous remercie.